Laurent Schmitt est médecin psychiatre au CHU de Toulouse. Il est également président de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Occitanie. Il est l'auteur, chez Odile Jacob, des livres Du temps pour soi, Le bal des égaux et Le secret. Mercredi 14 juin 2023, Laurent Schmitt présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage édité chez Odile Jacob, intitulé Les lapsus du destin, nos choix de vie. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence, j'y suis très sensible. Et ce que je vous propose, c'est extrêmement simple, c'est d'abord en quelques mots de répondre à des questions que soit vous pourriez vous poser, soit que je me suis posé. La première, c'est pourquoi le titre ? Pourquoi ce titre ? Les lapsus du destin. Alors le destin, c'est facile, c'est la trajectoire de vie des uns et des autres. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer sur la route de Thèbes quelqu'un qui vous pose des questions et si vous savez y répondre, qui vous donne tout votre avenir. Mais on réfléchit tous à différents moments sur notre trajectoire de vie. Alors, pourquoi le terme lapsus ? À un moment, j'ai pensé que ce livre s'appellerait Les zigzags du destin, juste pour montrer que dans la vie, il y a des changements de cap, des changements d'orientation. Et puis, je me suis dit que plusieurs de ces changements de cap ou d'orientation n'étaient pas liés au hasard absolu, étaient liés à certains événements ou à certaines histoires familiales, et que ça pouvait aussi traduire un certain nombre de forces qu'un psychanalyste qui s'appelle Alain de Mijola a appelé les visiteurs du moi, et que ces forces-là, d'une certaine manière, elles agissaient en nous, d'où ce terme de lapsus du destin. Une deuxième question que l'on peut se poser, c'est comment l'idée est venue, une fois qu'on a dit un mot du titre. L'idée, elle est venue très simplement. Dans ces 2 ou 3 dernières années, on a pu rencontrer, et de manière plus importante qu'auparavant, beaucoup de gens qui s'interrogeaient sur un changement de vie, qui se posaient des questions. Et la pandémie Covid a été une source très importante de ces changements. Et on a vu, et on voit encore, des modifications dans les trajectoires d'existence et des interrogations vraiment très importantes. On a vu des professeurs agrégés de mathématiques, j'en ai croisé une, au marché de Saint-Aubin, donc devenue boulangère, c'est-à-dire ayant interrompu une activité d'enseignement et se transformant en boulangère et étant très heureuse d'être boulangère. On a vu des gens qui étaient dans des métiers de la banque, de la finance, vraiment obliqués de manière très forte dans leur trajectoire. Donc, et puis, dans un métier qui est celui que je pratique, eh bien, ce qu'on a vu, c'est des gens nombreux se demander s'ils allaient continuer, s'ils allaient poursuivre ou si vraiment ils allaient changer de vie. Donc, la deuxième question, c'est cette idée, elle vient tout simplement d'une série de rencontres. Et je pense aussi que vous, chacun d'entre vous, à un moment ou à un autre, cette question elle a pu se poser, c'est-à-dire, est-ce que je changerai de vie ? Alors, une des thématiques, je dirais, la plus fréquente pour expliquer ces changements de vie, on lit de manière assez abondante qu'il y a une quête de sens. Et très souvent, c'est le sujet ou le motif qui apparaît en premier. Mais est-ce que c'est le motif apparent ? Est-ce le motif réel ? Eh bien, on voit actuellement qu'il y a toute une série de facteurs qui agissent. Les crises de vie,
Vous savez, dans l'existence, il y a 3 grandes crises. La crise de l'adolescence, si vous avez des enfants, vous avez connu ça. La crise du milieu de vie et la crise qu'on a pu appeler de la maturescence, pour ne pas utiliser le terme de crise de l'entrée dans la vieillesse. À côté des crises, il y a les contraintes existentielles, j'y reviendrai, et puis il y a bien sûr l'ennui. Alors, quand j'en parle des contraintes existentielles, les exemples sont très nombreux, mais je voudrais juste rappeler l'histoire de cette journaliste russe, Marina alors je ne voudrais pas écorcher son nom, Ovsyannikova. Vous en avez tous entendu parler. C'est une présentatrice à la télévision russe qui brandit une pancarte dans laquelle elle dit « On vous raconte des histoires ». Mais la suite de cet acte n'est pas neutre, c'est-à-dire elle doit d'une part quitter la Russie, et elle est venue trouver refuge après des étapes en France. Sa famille s'est disloquée entre un fils qui est resté auprès de son père et qui est resté en Russie, et une fille qui l'a accompagnée en France. Et donc on voit comment une contrainte peut s'exercer dans un changement de vie. Et bien sûr, je passe sous silence tous les réfugiés et tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont dû quitter, changer de pays ou s'exiler. Un autre motif des changements de vie, c'est tout simplement l'ennui. Alors l'ennui, la littérature, elle a été abondamment à raconter des histoires de manière abondante. Et je raconte l'histoire d'une dame, grande bourgeoise d'une ville industrielle du Tarn, ayant des occupations caritatives, golfiques, mais qui profondément, passez-moi l'expression, s'emmerdaient. Et cette dame, au hasard d'une exposition, va rencontrer un moine célèbre de par ses tapisseries et ses tableaux, avec lequel elle va avoir une relation amoureuse. Et cela va modifier très profondément sa vie. Cette dame m'a dit, mais une fois, mais moi, Thérèse d'Esquerroux, qui tue son mari, j'en ai eu envie 1000 fois. Et elle a trouvé un exutoire dans cette relation sentimentale et avec ce moine assez célèbre. Donc voilà quelques éléments, et je vais poursuivre par quel est le moment de ce changement de vie. Dans la mythologie grecque, il y a un petit dieu, alors le petit, c'est moi qui lui donne ce qualificatif, il n'est pas plus petit qu'un autre, c'est Kéros. Kéros est représenté avec des ailes aux pieds, ce qui veut dire qu'il se déplace très très vite, et avec une touffe de cheveux unique sur la tête. Et quand Kéros, qui représente le moment de bascule, le moment décisif, le moment de changement d'existence, quand Kéros passe auprès de vous, un peu comme dans les manèges, le pompon qu'on doit attraper, il y a plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez ne pas le voir, parce qu'il va vite, donc vous ratez tout. Ensuite, vous pouvez le voir, mais ne rien attraper, parce que vous aurez eu des hésitations, des incertitudes, des freins. Ou alors, vous l'attrapez et vous basculez votre existence. Parmi les kéros, j'y reviendrai, les plus habituels, il y a les coups de foudre amoureux qui provoquent des changements de vie extrêmement radicaux. Mais il y a aussi des gens qui relèvent d'une maladie,
ou qui ont eu un accident et qui, à un moment ou un autre, décident des changements importants. Alors, vous devez penser, ou à juste titre, mais ces changements de vie, ils ont toujours existé, il y en a toujours eu. Quelle est l'actualité, ou est-ce qu'il y a une actualité à ces changements de vie? Eh bien, il y a une double actualité. La première, c'est que nous avons traversé, nous tous, les 2 ou 3 dernières années, qui étaient des années, en tout cas pour les générations d'après-guerre, tout à fait inédites. À un moment, un monde sécuritaire, où nous avons des assurances à peu près contre tout, est devenu un monde de risques et de dangers. Premier point. Et puis, il y a une génération, celle de nos enfants, qu'on appelle la génération Z. C'est la génération de la fin des années 90 et du début des années 2000, donc ils ont sensiblement entre 20 et 30 ans, quoi, à la louche. Et cette génération, elle est extrêmement sensible à la notion de liberté, à la notion de contrainte. Elle est méfiante vis-à-vis de beaucoup d'éléments de notre société. Et tout ce qui a été les mesures barrières, toutes les mesures de précaution, elle les a accueillies avec une forte méfiance et une forte circonspection. Et donc cette génération-là, moi, dans un certain nombre de responsabilités que j'ai, je l'ai vue à l'œuvre, c'est-à-dire à la fois le sentiment d'être allé au front, le sentiment de ne pas avoir été protégé, le sentiment qu'on leur avait ou qu'on avait imposé toute une série de contraintes. Une des questions aussi qui peuvent se poser, c'est est-ce que ces changements de vie radicaux concernent le monde de l'entreprise, le monde industriel? Vous savez que ce qu'on a appelé la grande démission, en anglais The Big Quit, a touché plusieurs dizaines de millions d'Américains qui ont abandonné leur travail pour faire autre chose. Des fois, le autre chose n'étant pas très défini. Et quand on a demandé à ces gens, mais pourquoi vous renoncez à votre activité, ils ont donné quelques-unes des explications suivantes. Alors, tout d'abord, la notion de charge mentale, c'est-à-dire que les responsabilités, les enjeux leur pesaient trop. La sensibilité aux critiques, c'est aussi un point qui est important. Les responsabilités en termes de gestion et de management. Vous savez qu'il y a actuellement, dans beaucoup d'entreprises, des valeurs d'entreprise affichées, mises en avant, et puis des fois la réalité de la vie de l'entreprise qui est très différente et qui ne respecte pas toujours ce qui est affiché. Dans le livre, je raconte l'histoire d'une juriste toulousaine qui travaille dans une très grande entreprise d'aéronautique et dont le rôle consiste à faire les meilleurs contrats avec les différents pays où on livre des avions. Et cette juriste d'entreprise, au moment de la pandémie Covid, s'est trouvée confrontée à la question suivante. Elle rédigeait les contrats les meilleurs pour son entreprise, entre guillemets, c'est moi qui mets l'expression des fois un peu léonin, et en même temps les pays vis-à-vis desquels ces contrats étaient conçus ne disposaient même pas des vaccins ou des traitements contre le Covid. Et elle s'est trouvée prise dans cette interrogation, c'est-à-dire mon rôle est de faire les contrats les meilleurs pour mon entreprise, et en même temps je fais des contrats avec ou des entreprises ou des pays qui ne sont même pas en état de soigner leur population. Et ça l'a profondément désarçonné.
Alors, on a parlé de l'entreprise, mais on a dit aussi que le plus grand détonateur des changements de vie, c'est l'amour. Et je ne crois pas vous étonner. Alors, je ne vais pas chercher à donner des exemples, mais je vais quand même en... Alors, je passe sous silence Roméo et Juliette. Bon, c'est le... Mais je voudrais... Alors, je passe aussi très rapidement sur Édouard VIII, dont vous savez que tombé amoureux, mais ce n'était pas la première fois, il avait eu de nombreux amours antérieurs, de Wallis Simpson, qui était une double divorcée, sachant que le roi d'Angleterre est aussi le responsable de l'Église anglicane. Et donc cet amour était très mal. Alors il y a deux versions en filigrane, hein. La version officielle, c'est que cet amour était très mal perçu parce qu'une femme doublement divorcée. Et puis une autre version plus politique, c'est que aussi bien Édouard VIII que Wallis Simpson avaient des sympathies nazies extrêmement prononcées et que le Premier ministre de l'époque, Baldwin, trouvait que c'était complètement déplacé, qu'il n'était vraiment pas question que ça puisse se poursuivre. Un autre exemple est lié à une philosophe allemande qui s'appelle Gudrun Ensslin. Cette philosophe va tomber éperdument amoureuse d'Andreas Baader et de philosophe, elle va devenir terroriste, réaliser des attentats et sera incarcérée. Donc vous voyez au travers de l'amour, alors on est parti d'une vision très romantique, celle de Roméo et Juliette, on a dit un mot d'une vision politique et on en arrive aussi à des changements de vie liés au terrorisme. Mais à mon avis, la plus belle histoire d'amour, et qui est sans doute la plus intelligente, et que quelqu'un d'ici connaît particulièrement bien, c'est celle de Raymond et Lucie Aubrac. Et cette dernière, vous le savez, va faire tout pour sortir son mari des geôles. Alors, une autre question, c'est quelle est... alors ça, c'est une question, je dis d'emblée que je suis incapable d'y répondre. Quelle est notre part volontaire dans nos changements de vie? C'est-à-dire, est-ce que dans le fond, ces changements de vie, nous les décidons? Ou est-ce que nous en sommes le jouet, l'action? Une première réponse, c'est que dans notre vie, il y a des paramètres biologiques. En d'autres termes, il y a une génétique de notre existence. Vous savez qu'il y a certains cancers du sein qui se transmettent dans les familles, et donc il y a un risque familial de développer un cancer du sein, qui va amener certaines femmes à faire des ablations de glandes mammaires, tout simplement pour échapper à cette fatalité. Elle est annoncée. Il y a une terrible maladie génétique qui s'appelle la chorée de Huntington. Dans cette maladie, on peut dire à quelqu'un qui est en parfaite santé à 18 ans qu'à 40 ans ou 50 ans, il va perdre ses capacités intellectuelles et il va rentrer dans une sorte de brouillard cognitif. Donc il y a un contexte génétique. Mais la génétique, ce n'est pas une prédiction absolue, hein, c'est un risque. Il peut y avoir de très nombreux écarts à ce qui pourrait survenir. La part volontaire, je peux donner un autre exemple. Dans 3 jours ou 4, ce sera le 18 juin. Qu'est-ce qui se passe le 18 juin? Nous le savons tous. En tout cas, le 17 juin 1940, un général de l'armée française quitte la France et arrive à Londres. Churchill, qui a une opinion assez mitigée de De Gaulle, lui dit quand même
vous êtes l'homme du destin, c'est-à-dire reconnaît en lui quelque chose d'extraordinaire, et après, la suite, vous la connaissez. Et donc, cet aspect-là, c'est aussi une volonté délibérée de quelqu'un qui, je crois, alors moi je ne suis pas un grand expert de cette période, mais De Gaulle, avant de partir à Londres, a essayé de rencontrer Paul Reynaud, il a essayé vraiment de changer le cours des choses, il a vu qu'il n'y arriverait absolument pas, et il part à Londres. Alors rassurez-vous, j'arrive un peu au bout de mon propos. Il y a aussi une question, c'est notre destin est-il orienté par des rencontres? Je crois profondément que oui. C'est-à-dire que il y a des destins qui changent et qui basculent parce qu'on aura à un moment rencontré ou eu une image où on a été fasciné par quelque chose. Ces rencontres, tout le monde ne reconnaît pas leur importance. Beaucoup de gens avancent qu'ils ont eu ou des réussites ou de la créativité par leurs propres moyens, mais on est beaucoup redevable à des personnes qu'on pourrait qualifier de tuteurs de destin si on ne les qualifie pas de Pygmalion. Les hasards de la vie ont fait que dans l'automne 2022, c'est-à-dire l'automne dernier, avec 2 collègues, nous avons procédé, ou contribué à procéder, je crois, à la sélection des futurs astronautes qui ont été pris par l'Agence spatiale européenne et qui vont être, il y en a 4 ou 5 qui ont été retenus, dont au moins une femme française et une personne handicapée. Et donc nous avons passé 35 ou 40 candidats astronautes. Et à la question d'où vous est venu le goût ou l'intérêt pour devenir astronaute, les réponses ont été assez simples. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par les images que j'ai pu voir. Alors, ce n'est pas la génération, les gens que nous sélectionnons n'ont pas assisté au premier pas sur la Lune, ils sont plus jeunes. Ils ont tous, d'ailleurs, je fais une petite digression, soit un parcours d'ingénieur, soit un parcours de pilote de chasse, soit un parcours médical, pour l'essentiel. Et presque tous ont dit, mais quand on était petit, on a été fasciné par la conquête de l'espace, et peut-être par des films qu'ils ont pu voir, Star Wars ou autres. Et on s'est dit, un jour, nous aussi, on sera capable de faire ça. Et donc, on les a écoutés, discutés avec eux, et donné un avis qui n'est pas toujours suivi d'ailleurs, parce que dans ces choix, les aspects et politiques et économiques dominent beaucoup. Est-ce qu'il y a des profils plus enclins au changement de vie? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des personnalités plus aventureuses, plus, susceptibles de changer d'existence? Sans doute, vous savez que quand on s'intéresse aux traits de personnalité, c'est-à-dire aux marques qui constituent la personnalité de quelqu'un, il y a l'ouverture vers l'extérieur, la quête de sensation, le besoin des fois de nouveautés, et ce sont des éléments constitutifs qui des fois favorisent les changements. Et puis il y a certains troubles, je pense à des personnalités émotionnellement labiles ou des troubles bipolaires qui changent assez souvent de vie. Mais dans le livre, j'évoque les névroses de destinée, tout simplement la répétition que font certaines personnes de choix existentiels qui des fois leur sont néfastes, mais dont ils ne peuvent s'empêcher. Alors, vu du côté des psychiatres, ça s'appelle du masochisme et on trouve différentes formes d'explication. Vu du côté de ces gens, ça leur est profondément impénétrable, mais ils reproduisent à plusieurs reprises ces choix qui sont
assez souvent des choix malheureux ou répétitifs. Alors, on en arrive à quelques questions finalement extrêmement simples. D'abord, quels sont les freins au changement de vie? Vous avez l'idée de changer d'existence et vous ne le faites pas. Vous avez une idée là-dessus. Hein? Ça peut être la sécurité, ça peut être la peur de l'inconnu, ça peut être la crainte, comme j'ai donné en exemple cette journaliste russe, de fracturer une famille. Ça peut être un besoin de stabilité. Bref, il y a 1001 fils qui empêchent ces changements, qui d'une certaine manière font que la stabilité, même imparfaite, est d'une certaine manière préférable au changement. Des fois, dans cette question de la stabilité, il y a un double jeu. Un des exemples, c'est un des plus grands écrivains et poètes portugais qui s'appelle Fernando Pessoa. Donc Pessoa est un homme qui mène une vie terne, neutre, répétitive. Il est traducteur, il fait des factures dans des entreprises commerciales, plusieurs pour gagner un tout petit peu plus. Et sa vie est d'une monotonie rare. Et en même temps, il écrit sous différents pseudonymes, il y en a un très grand nombre, au moins 3 ou 4 ou 5, une œuvre assez extraordinaire, où des fois, chacun des pseudonymes écrit d'une manière différente. Ce n'est pas le même cas de figure que Romain Gary et Émile Ajar, où l'écriture est quand même un peu reconnaissable ou similaire. C'est une écriture différente selon les pseudonymes. Et donc Pessoa, quand je disais il a un double jeu, c'est qu'il a une vie plate et une créativité absolue. Alors, on en arrive un peu à une ou deux questions assez simples. Est-ce que la psychiatrie a un rôle dans ces changements de vie? On peut donner différents points de vue. Pour beaucoup, les gens disent, mais lors d'une psychanalyse, il y a des changements radicaux d'existence dans le couple, dans la vie, et on peut trouver des exemples de ce type. Et je crois que l'intérêt, en tout cas, ou le rôle du psychiatre, c'est d'essayer d'éclairer, je ne sais pas s'il peut aller bien plus loin, une personne sur les motivations, soit évidentes, soit moins évidentes, qui l'amènent à vouloir changer. C'est déjà important. Et ça peut traduire plusieurs des aspects moins conscients d'une personne. Mais on peut aussi se dire qu'un ami éclairé peut faire ce rôle. Alors vous avez tous en tête Montaigne et la Boétie. On pourrait rajouter Freud et Fliss, enfin on pourrait donner X exemples, c'est-à-dire que ce rôle un peu d'aide dans les changements d'existence, un proche bienveillant et intelligent peut le faire. Et il faut quand même plusieurs conditions. Et puis à l'écoute, enfin je pourrais rajouter aussi beaucoup de... Mais enfin, on a souvent des patients qui viennent vous voir avec une interrogation de ce type. Dans le livre, je donne l'exemple de quelqu'un qui a été un des déclics qui m'a amené à cette réflexion. Un monsieur vient me voir parce qu'il est vétérinaire et il ne se sent pas très bien dans son métier, qu'il a choisi. Ce n'est pas un métier qui lui a été imposé.
Vous savez que le métier de vétérinaire, il y a des classes préparatoires. Je veux dire, on n'y arrive pas spontanément. Et il se sent de plus en plus mal. C'est quelqu'un que j'ai dû voir sur 6 ou 7 ans. Et de manière radicale, il décide de devenir maçon. Donc, entre vétérinaire et maçon, vous mesurez un peu l'écart. Mais maçon, il me dit, mais c'est répétitif. Hein, j'empile des... Bon, ça ne lui convenait pas et il suit une formation de tailleur de pierre. Et là, il va commencer à travailler dans les monuments historiques, sur des cathédrales, bref, et c'est un peu mieux. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors vous allez me dire, mais on est dans la névrose, et je crois qu'on y est. L'étape d'après, c'est qu'il apprend la sculpture. Et ce monsieur va trouver son équilibre, du moins je l'espère, parce que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, en devenant sculpteur d'animaux en pierre, et j'allais dire sculptant des familles d'animaux. Donc un ours, une maman ours, des enfants oursons, ainsi de suite. Et cet exemple m'avait beaucoup interrogé. Et c'est là où j'ai trouvé que le terme lapsus avait un sens, c'est-à-dire que la boucle se reboucle, mais sur le point de départ. Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Et après, j'estime que j'ai largement trop parlé. La dernière phrase du livre, c'est une phrase de Montaigne qui dit « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre est de vivre à propos », ce qui veut clairement dire qu'il faut essayer de jouir de la vie dans ses différentes phases, et le terme « à propos », c'est de s'adapter en fonction de nos personnalités, de nos histoires personnelles, de nos souhaits, pour mener notre trajectoire. Voilà, c'est un peu les points de présentation que je vous remercie d'avoir pris un peu de patience pour les écouter. Là, j'aimerais bien qu'il y ait un jeu de questions-réponses. Oui. On peut regretter longtemps de n'avoir pas osé faire un choix à un moment donné. Vous êtes en train de redéfinir le kéros. C'est-à-dire, il est passé, soit on ne l'a pas vu, soit on n'est pas allé au bout. Et je partage absolument votre point de vue. C'est-à-dire, comment on prend conscience de ce moment où on doit faire un choix et comment on le réalise. Alors, j'ai beaucoup aimé votre livre, je tenais à vous le dire. Je l'ai lu samedi. Et je me posais la question sur les visiteurs du moi. Alors, je ne me rappelle plus le nom du psychanalyste que vous avez cité. Est-ce que vous pourriez Alain de Mijola. Merci. Et une des thématiques d'Alain de Mijola, c'est que les histoires familiales, des fois les secrets de famille, agissent en nous et sont des éléments dont on n'a pas toujours conscience, mais qui vont provoquer des changements de vie, entre autres. Je rebondis sur cette évocation d'Alain de Mijola et de son livre pour dire qu'il a donné une illustration pénétrante quand il a analysé le cas Rimbaud, où il démontre vraiment comment les événements de la vie ont influencé le changement radical, parce qu'il y en a un changement de vie, c'est bien celui du poète, qui à 19 ans, 19 ans et demi, part dans le désert pour n'en plus jamais revenir et mourir. Alors, sur un autre plan anecdotique, j'ai envie de vous raconter Lucie et Raymond Aubrac, parce que c'est une belle histoire. Et que vous en avez toute la connaissance. Un peu. Lucie et Raymond Aubrac se sont connus très jeunes, se sont fiancés, mariés, et ont pris l'habitude, très jeunes, de fêter leur anniversaire de mariage par un repas. Raymond Aubrac m'a raconté ça 50 ans plus tard. C'était le jour même de cet anniversaire, en me disant « Vous ne restez pas trop tard, parce que je vais dîner avec Madame Aubrac. » Bon. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, Raymond avait été pris par la milice. Donc Raymond Aubrac était enfermé par la milice dans une sordide prison de Lyon. Elles ne peuvent être que sordides, et ceux qui l'attendaient étaient aussi redoutables. Et c'était le jour de l'anniversaire.
Et Lucie Aubrac va chez le procureur général ou le chef de la milice, je ne sais pas qui, enfin le responsable. Elle y va, elle dit, je suis Lucie Aubrac. Et je tiens à vous dire que nous allons dîner ensemble, mon mari Raymond et moi, ce soir, parce que sinon, peut-être demain, peut-être dans 8 jours, vous serez abattu par mes amis. Et l'autre s'est dégonflé. Il l'a libéré. Alors, c'est un exemple extraordinaire. C'était juste pour le plaisir de le raconter. Oh, mais c'est tout à fait bien. Et puis après, je pense qu'elle va le faire évader. C'est une autre péripétie. Il y a juste un sujet dont on ne connaît pas la réponse, mais je voudrais parler de l'intuition. Qu'est-ce qui est à l'œuvre, selon vous, quand on a l'intuition d'un changement qu'il faut suivre? C'est une question très difficile. Mais, alors, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit, qui est le suivant. Une dame qui vit au Maroc, qui est mariée, qui a 2 enfants, qui fait des tournois de golf et qui voit le jour du tournoi, un tournoi, je ne me rappelle plus si c'était à Rabat ou à Casa, de dos, un homme qu'elle trouve, elle est mariée, extraordinaire, elle le voit de dos, elle ne le voit pas de face, extraordinairement beau. Bon, elle ne connaît pas cet homme. Il se retourne, et ça confirme son point de vue. Et ils discutent parce qu'il y a les résultats, et cet homme, c'est Sean Connery. Elle ne le connaît pas. Je veux dire, toute la légende des James Bond lui est inconnue. Mais elle le trouve très séduisant. Il se rapproche, à tous les sens du terme, et elle a cette intuition que c'est l'homme de sa vie. C'est le coup de foudre. Et elle va divorcer, difficilement. Lui va divorcer, et ils vont vivre 40 ans ensemble. Et alors, vous allez me dire, mais c'est une pirouette pour ne pas répondre à ma question. Votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait des intuitions? Bien, cette femme a eu l'intuition. Je répète, elle ne le connaissait pas, hein, que c'était l'homme de sa vie. Et c'est ce qui s'est déroulé. Elle s'appelle Michel Roquebrune, et son histoire a été révélée par sa petite fille, qui est journaliste et qui en a fait un film. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces intuitions? Je ne sais pas vous répondre, mais elles existent. Et elles peuvent changer effectivement votre existence. Merci. S'agissant de votre bonhomme, là, qui est passé de je ne sais plus quelle profession vétérinaire, au métier de sculpteur, puis ensuite au métier de sculpteur pour finir, vous nous avez dit qu'il était retourné à la case départ. Alors je ne comprends pas cette expression. En quoi est-il revenu à la case départ? Alors, quelque chose m'a échappé, hein, excusez-moi. Non, mais il aurait pu devenir un sculpteur ou un artiste comme Jeff Koons ou Wei Wei. Bref, mais il a choisi de sculpter des animaux. Et donc, de vétérinaire, il est devenu sculpteur d'animaux. Est-ce que c'est la même chose que j'ai aussi des patients? Et est-ce que c'est la même chose? J'ai reçu une dame qui était transfuge de classe, c'est-à-dire son papa travaillait dans la mine, dans le Tarn, et à son insu, au début elle n'était pas amoureuse, mais elle s'est laissée faire, elle a épousé un ingénieur des mines. Est-ce que c'est un peu la même histoire de rattrapage? Non, mais vous posez une question que d'autres ont posée d'une manière différente. C'est-à-dire, une des questions qui m'a été posée, c'est finalement, beaucoup de gens ont des changements de vie. C'est pas inhabituel. En quoi ça devient un zigzag ou un lapsus? C'est quand ces changements sont tellement radicaux
que d'une certaine manière, ils rompent avec une sorte d'avenir prévisible. Alors, je réponds pas à votre question, mais il y a des évolutions d'existence, mais il y a aussi des gens qui sont en rupture complète. Pour donner un exemple qui est dans le livre, le président du club de rugby de Montpellier, qui est aussi un très grand chef d'entreprise, d'une entreprise d'échafaudage. Je ne vais pas donner son nom, mais vous le connaissez. Et vous avez tout à fait raison. À l'origine, est bédouin. C'est-à-dire, ne connaît pas sa date de naissance, a vécu ses premières années dans le désert, et après, par la chance et des études et de la suite, se transforme en celui que nous connaissons actuellement. Ça, c'est un lapsus du destin, parce que qui peut prévoir qu'un bédouin devient un chef d'une multinationale ? J'allais dire, ça ne correspond à rien. Justement, donc, par rapport, qu'est-ce qui a fait le choix entre zigzag et lapsus ? Et comment cette association finalement du lapsus, de l'instantané et de l'immédiat avec le destin ? Alors, c'est très prosaïque. J'ai dû me battre pour le mot lapsus. Mon éditrice, que j'aime beaucoup, a dit « Ah non, mais lapsus, c'est un télo, ça ne va pas plaire du tout, c'est pas un mot qui est intéressant. » Elle m'a dit « Changement de destin, c'est bien. Zigzag, peut-être. » Bon, et donc j'ai un peu plaidé pour le lapsus, c'est-à-dire pour dire que quand même, ces changements ne viennent pas au hasard absolu, même quand ils sont radicaux. Bon. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, vous le savez, avec les éditeurs, et ils ont une force persuasive très importante. Je souhaite revenir sur l'exemple que vous avez donné il y a un moment d'un président de club de sport et grand entrepreneur international. Ce petit bédouin dans le désert, il a eu de la chance. On lui a proposé des études. Il y a eu des croisements où il y a eu des opportunités. La différence entre lui et la plupart des gens, c'est qu'il a pris sa chance. Et ça, c'est vraiment au cœur de votre ouvrage. Je ne l'ai pas lu, mais on en a parlé. Et je crois que les intuitions dont il était question tout à l'heure, il faut leur faire confiance. Méfiez-vous de votre première impression, disait Churchill, c'est la bonne. C'est souvent la bonne. Les intuitions, c'est pareil. C'est quelque chose qui vient à nous, que nous constatons en nous, est probablement très important. Et la chance, eh bien, il y a ceux qui la prennent et ceux qui ne la prennent pas, pour des raisons qui sont elles, très complexes et multiples. Et je ne juge pas entre les deux, mais cette notion de prise de chance, prise de risque, aventure, me paraît importante dans votre travail. Vous avez absolument raison. Et en vous écoutant, il m'est venu l'histoire qui est maintenant un peu ancienne, mais que certains connaissent. Samuel Pisard, qui a été, il y a maintenant 40 ans, un avocat international extrêmement connu, raconte dans un livre qui s'appelle « Le sang de l'espoir » les 2 ou 3 séquences suivantes. Première séquence, donc, il y a une rafle, sa mère lui met des pantalons longs, alors que tout le monde pense que les enfants seront épargnés, en se disant, s'il a des pantalons longs, il a plus de chances de survivre que si on lui met un short ou des pantalons courts. Premier point. Deuxième point, quand il y a à l'entrée du camp de concentration la sélection entre ceux qui vont faire des travaux de force et qui vont mourir et seront exterminés, et d'autres,
il a l'idée de dire « Moi, je suis un spécialiste des boutonnières. Je sais faire des boutonnières. » Alors, ça peut sembler comme ça un peu ésotérique, mais comme dans ces camps, on fabrique beaucoup d'uniformes, ils ont besoin de quelqu'un... Alors, il n'est pas plus spécialiste des boutonnières que vous et moi. Mais deuxième moment où le kéros s'est attrapé, et il survit. Et quand la guerre s'achève et qu'il a survécu, il pourrait devenir épicier, agriculteur, que sais-je. Et il décide de se dire, et c'est un troisième moment, peut-être qu'il faut essayer de réunir les peuples et de réunir les états d'esprit, et il devient avocat international. Mais c'est aussi un changement du destin. Oui, bonsoir monsieur. Il y a 15 jours, Yves Le Pestipon était à votre place et nous faisait remarquer que dans la littérature du Moyen-Âge jusqu'à très récemment, on ne parlait pas de l'enfance. Or, depuis le XXe siècle, on a toute une littérature sur l'enfance. Je pense en particulier à Simone de Beauvoir, jeune fille, mémoire d'une jeune fille rangée, Sartre, les mots, enfin bon, toute une masse d'écrivains. Donc, et quand on lit Simone de Beauvoir en particulier, on constate qu'il y a un moment dans son adolescence où elle décide qu'elle n'aura pas d'enfant. Elle le décide. Donc, ça confirme bien ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a aussi des aspects volontaristes dans les décisions qu'on prend. Et est-ce que toute cette littérature aide à éclairer les choix des jeunes de maintenant? Vaste débat. Mais il n'empêche que c'est quand même appréciable de savoir que c'est dans l'enfance que quand même la plus grande détermination des avenirs se projette. Voilà. Eh bien, vous avez absolument raison. Dans les chambres de nos adolescents, il peut y avoir des posters, des figures, des fanions de clubs de football. Et tout ceci montre qu'il y a des éléments qui vont servir à leur construction ultérieure. Donc ce que vous dites est très important, c'est-à-dire que dans les choix de vie et les choix d'existence, cette partie de l'adolescence, qui est la première crise existentielle, elle joue un rôle important. C'est souvent là que se prennent des décisions sur ce qu'on va choisir d'être et de devenir. Bonjour. Il me semble que certaines émotions très fortes peuvent changer le destin des autres, notamment la peur ou la colère. Ou là ? La colère. Oui. Et l'amour aussi. Mais... Madame, votre remarque est d'une actualité brûlante. J'ai été au contact, parce que une tranche de mon activité passée me le demandait, avec les premiers réfugiés ukrainiens qui sont arrivés à Toulouse. Quand on interrogeait ces gens, c'était la peur parce que notre survie est en jeu. Et là, il y a une décision radicale qui ne se préoccupe de rien d'autre que de la survie, qui est un changement de vie. Parce que ces femmes, parce que c'était largement des femmes, avaient des métiers, des activités, elles ont tout abandonné et elles ne savent pas vraiment où elles vont, si ce n'est que la survie est un enjeu important. Donc la peur, c'est un motif. L'amour, vous l'avez dit. Des fois aussi l'ennui est une cause de changement.
et la colère aussi. La colère qui peut être une revanche ou une vengeance. Une revanche sur Monte Cristo, par exemple. Hein. C'est la revanche sur l'injustice. Eh bien, merci pour votre présence. Merci à vous. Il s'agissait à l'instant d'une rencontre avec Laurent Schmitt, auteur de l'ouvrage Les lapsus du destin, nos choix de vie, paru aux éditions Odile Jacob, à la librairie Ombre Blanche, mercredi 14 juin 2023. Réalisation et mise en onde, Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.